Bonjour à tous, mon nom est Cindy Landry et je suis à ma première année en technologie du génie civil au CCNB d'Edmundston dans le cadre du cours de dossage et contrôle de béton de ciment. Je vais vous expliquer lors de cette vidéo le principe de quelques points importants dont j'ai appris pendant mon cours. Donc, pour aller plus en détail, je vais vous informer sur les granulats du béton, donc le petit et le gros granulats, les adjuvants, le béton à air entraîné, puis pour terminer, les procédures de la norme CSA A23.1 à 23.2 pour l'affaissement et la teneur en air par la méthode pressiométrique. Bonne écoute! Donc, commençons par le granulat. Alors, comme vous pouvez le voir, le petit granulat est à la base formé de sable, le gros granulat est reconnu comme du gravier. Dans les deux cas, il peut aussi être fait ou contenir des pierres concassées, tout dépend de la sorte de granulat. Le granulat a des spécifications de base pour qu'il puisse être vu comme utilisable. Pour être considéré un bon granulat, il faut qu'il soit solide, résistant et durable, ainsi que contenir des particules propres. Alors, il ne faut pas qu'il ait plein de produits chimiques, qu'il soit contaminé, principalement qu'il ne contienne pas d'argile. S'il y a d'argile, la perméabilité de ce granulat ne sera pas optimale pour un mélange car il absorbe trop d'eau. Il faut donc également faire attention aux normes car dépendamment du type de béton qui doit être préparé, les caractéristiques du granulat peuvent changer. Concernant les adjuvants, ils sont importants à connaître car ils peuvent servir à différents usages pour sauver du temps, régler des problèmes, parfois sauver de l'argent. Alors, c'est quoi un adjuvant? C'est tout matériau que l'on ajoute à un mélange de béton pour que si ça ne va pas bien, on rencontre un problème sur chantier, on fait tourner les choses en notre faveur. Il aide à modifier les caractéristiques à notre avantage au lieu de prendre le risque, par exemple, de balancer le rapport eau et ciment. Lorsque les choses ne vont pas bien, il aide à redonner une bonne qualité du béton, du temps où il est malaxé jusqu'au temps où il est placé et commence sa cure pour terminer avec une bonne résistance, tenant compte des contraintes du béton voulu pour un projet. Les adjuvants, je le vois comme des magiciens, car ça vient en aide et vite lorsqu'un problème est rencontré. Voici donc quelques sortes d'adjuvants. L'adjuvant superplastifiant. Celui-ci diminue le rapport au ciment à utiliser dans un mélange et ça augmente l'ouvrabilité. Donc si le béton est trop difficile à manier, le superplastifiant aide à redonner une vie au béton pour réussir à finir le travail, puis aide aussi au béton à aller conformément dans tous les recoins, car il est maintenant plus flexible. L'adjuvant entraîneur d'air. Celui-ci aide à résister au cycle gel-dégel et produit des déglaçages, mis sur les trottoirs par exemple grâce aux multiples microbules qui se forment dans le béton. Il aide également à la résistance du béton et l'écaillage. Il aide à la maniabilité du béton et diminue de grande part les risques de ségrégation et de ressuage. Les adjuvants retardateurs de prise ainsi qu'accélérateurs de prise, ceux-ci sont normalement utilisés dans les conditions où il fait froid ou lorsqu'il fait chaud. Ceci mène donc à parler du béton à air entraîné. Le béton à air entraîné est un béton utilisé pour faire par exemple, des trottoirs. Il utilise alors pour contrer les conditions hivernales l'adjuvant d'air entraîné. En hiver, par exemple, lorsque le sel est mis sur les trottoirs, ça fait fondre la glace, ce qui crée de l'eau. Cette eau se ramasse alors en quelque part, et bien dans le béton. C'est ici que l'adjuvant effectue son travail. Donc, lorsque l'eau va vers une des bulles d'air, comme dans l'image à droite, qu'elle a déjà produit plusieurs vides dans le béton, quand le gel prend place, l'eau prend expansion et bien, ces vides lui offrent l'espace nécessaire. Il n'y a alors pas plus de stress sous pression formé dans le béton, sinon c'est très peu. Lorsque l'eau dégèle, elle sort de cette bulle et continue soit son chemin ou s'évapore dépendant des conditions. Pour revenir à ce que j'ai dit avant, de l'air entraîné ajouté au béton lui donne une bonne résistance aux produits de déglaçage des trottoirs. Si les proportions d'air entraîné sont bonnes pour le mélange, le béton va avoir une meilleure longitude de vie. Il est certain qu'après un tel nombre d'années, le béton n'aura plus les mêmes capacités qu'au départ, en cause d'usure ultérieure. Mais reste que c'est un bon mélange pour les conditions hivernales que nous avons ici au Canada. Ceci m'apporte maintenant à la dernière partie de cette vidéo. Les normes CSA A23.1 et A23.2 est un document assez important et procure une tonne de documents en lien avec le béton. Ce qui est intéressant dans le cadre du cours, mais en laboratoire, on a pu faire les deux expériences qui sont démontrées présentement, soit le test d'affaissement utilisant le cône d'Abrams et le test de teneur en air avec la méthode pressiométrique utilisant un airmètre. Si vous êtes curieux, j'ai placé les essais en haut de chaque image et documentation seront mis à la fin de cette vidéo. Donc, petite mise en situation, un camion de béton arrive sur un chantier, puis un test d'affaissement et un test de teneur en air est exigé pour savoir si la coulée va satisfaire aux normes demandées, exemple pour un béton à air entraîné. Alors, lorsque le camion arrive, il faut prendre un échantillon de celui-ci, le mettre dans une brouette déjà humidifiée et recouvrir avec une toile plastique
Normalement, plus souvent, on utilise une tarp ou autres matériaux pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'évaporation, de contamination et les intempéries n'affectent pas notre béton. Donc, on emporte notre béton à la station où est-ce que les tests vont avoir lieu. On prend la température à 0.5 degrés Celsius avec un thermomètre mis dans le béton à une profondeur de 75 mm. On s'assure aussi de mettre le béton bien autour du thermomètre, bien compacté pour enlever l'air non nécessaire qui pourrait faire fluctuer les normes. Donc, on attend 2 minutes jusqu'à ce que les normes se stabilisent. Puis, ensuite, on est prêt à commencer le test d'affaissement. Alors, j'ai mon cône d'apparence, comme spécifié par la norme CSA, et un bourroir de taille 24 pouces de hauteur par 20 mm d'épaisseur. Donc, commençons par humidifier les parois intérieures du cône et la surface où le test aura lieu. Ensuite, placez le creux de chaque pied sur les plaquettes du bas du cône pour être certain que le cône ne bougera pas lors du test. Maintenant, il faut remplir le 1/3 du cône avec du béton en allant par indication du volume. Ensuite, donnez 25 coups de bourroir à l'intérieur de cette couche. Par après, remplir un autre 1/3 de son volume et donner un autre 25 coups de bourroir, cette fois-ci en allant 25 mm dans la couche précédente. Remplir ensuite le dernier 1/3 en mettant un peu plus de béton, car en passant le bourroir dans le béton, celui-ci va se compacter dans le moule. Donc, lui donner un autre 25 coups de bourroir en allant encore une fois 25 mm dans la couche précédente. Par la suite, on prend le bourroir et on le met sur le dessus du cône et on le fait glisser en va-et-vient pour aplanir le dessus. On enlève par la suite l'excédent de béton autour du cône. On enlève les pieds de dessus les plaquettes tout en gardant une pression avec les mains sur les poignées du dessus. Maintenant qu'on est prêt, on peut lever le cône en 5 secondes, puis le tourner à l'envers à côté du béton affaissé. Pour terminer, on prend le bourroir et on le met au-dessus du cône pour qu'il soit par-dessus le béton et on prend une mesure de l'affaissement à l'aide d'une règle ou de ruban mesuré du centre de l'affaissement jusqu'au-dessous du bourroir. On prend la mesure à 10 mm ou au centimètre près. Donc, le test qui suit après celui de l'affaissement est la procédure de la teneur en air du béton par méthode pressiométrique. Pour ce faire, il faut un récipient Hermès conforme aux normes. Cette fois-ci, on peut utiliser un bourroir de 24 ou 20 pouces de hauteur et 20 mm d'épaisseur. Donc, commençons par humidifier le récipient avec de l'eau et le remplir à 1/3 de son volume avec du béton. On donne 25 coups de bourroir, comme dans le test de l'affaissement. Mais cette fois-ci, il faut frapper le contour du récipient 10 fois avec un maillet en caoutchouc pour bien uniformiser le mélange. Donc, on suit le même procédé. On remplit un autre 1/3 et on donne 25 coups de bourroir en allant 25 mm, cette fois-ci dans la couche précédente. Donnez 10 coups avec un maillet sur l'extérieur du récipient. Donc, pour le dernier 1/3, encore une fois, placez un peu plus de béton. Donc, il est par-dessus le récipient et donner 25 coups de bourroir en allant 25 mm de profondeur dans la couche précédente. Et on donne ensuite un dernier 10 coups de maillet autour du récipient pour bien uniformiser le béton. Donc, par la suite, on prend une barre d'arrosement et on aplanit le dessus de l'excédent de béton. Donc, on fait sûr que le béton est bien plane avec le récipient.
On a le droit à pas plus de 2 mm de tolérance entre le dessus du béton et le dessus du récipient. Ensuite, on prend une éponge humide, on nettoie le contour d'où le couvercle du récipient va s'appuyer pour faire une fermeture étanche. S'assurer également d'humidifier le dedans du couvercle avant de le mettre sur le récipient. Par la suite, on ajuste les clips du couvercle sur le récipient et bien les fermer également pour avoir une étanchéité maximale. À l'image ici, j'ai juste 2 clips, mais réellement il y a 4 clips. Donc, ensuite, on ouvre les 2 robinets du dessus et on y insère de l'eau jusqu'à ce qu'elle sorte de l'autre côté. Donc, on met de l'eau dans un robinet, l'eau sort de l'autre robinet. Ceci est juste pour enlever l'air qui est emprisonné à l'intérieur du récipient. Donc, lorsqu'on est satisfait avec ça, on pompe de l'air à l'intérieur du couvercle jusqu'à légèrement dépasser le IP number. Donc, ce chiffre est le chiffre de calibration de la machine en fonction du volume d'eau et d'air pouvant être mis à l'intérieur du récipient. Donc, ensuite, on fait évacuer l'air de surplus jusqu'au IP number en ouvrant légèrement le purgeur d'air à côté de la pompe. Ensuite, on ferme les 2 robinets à 90 degrés, on appuie sur le clapet une coupelle de secondes pour faire échapper l'air. Donc, on prend la mesure sur le cadran, on va prendre légèrement sur les côtés de celui-ci, pour s'assurer qu'il est bel et bien au bon endroit et on lit le nombre au 0,1% près. Donc, ceci termine les tests, puis tous ces procédés doivent être faits en dedans de 10 minutes depuis l'échantillonnage dans la boîte. Donc, merci d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que les informations que j'ai expliquées vous auront appris quelques notions par rapport au béton. Voici 2 documents qui peuvent être pertinents si vous décidez de vouloir en apprendre plus davantage. Passez une bonne journée!